Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai vécu dans plusieurs véhicules au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Chan Le Brulet, artiste nomade lui aussi, qui vit dans un véhicule aménagé depuis près de 8 ans. Dans cet épisode, nous allons vous parler des modes de chauffage envisageables dans un véhicule. Alors, le système le plus répandu, notamment dans les camping-cars, c'est le chauffage à air pulsé. L'air est chauffé au contact d'un brûleur, puis est diffusé dans le véhicule au moyen d'une turbine qui envoie l'air chaud dans des gaines. L'appareil peut aussi fournir de l'eau chaude grâce à un boiler. C'est une sorte de ballon d'eau chaude, généralement de 10 litres, qui peut être réglé à une température de 40 ou 60 degrés. Donc par contre, quand on roule, il faut bien penser à éteindre le système. Oui, les brûleurs ne supportent pas les vibrations quand ils sont chauds. Alors les avantages, ça prend peu de place, le bas d'une penderie. Oui. Ça chauffe rapidement le véhicule. Quand le véhicule est froid, c'est vrai quand on l'allume, ça chauffe quand même assez vite. Oui, quand on était en hiver, en 15 minutes, même si quelle que soit la température, en 15 minutes quand il pousse, un véhicule remonte à 20 degrés. C'est pratique. Ça permet de chauffer l'eau. Et ça, c'est pratique. On l'a vu dans nos camping-cars respectifs, puisque nos camping-cars, c'est ce qu'ils avaient. Oui. Et c'est quand même assez sécurisé parce que y a vraiment des gaines et tout ça pour prendre l'air du dehors. Ça consomme pas l'air qui est dans le véhicule. Pour la combustion, il y a les rejets de gaz brûlé à l'extérieur. Ouais. Par contre, après, il y a quand même des inconvénients. Il y a toujours des inconvénients. Ah oui, non, mais de toute façon, dans les modes de chauffage, il y en a pas qui auraient aucun inconvénient et que des avantages. Ça n'existe pas. Ce serait trop beau. Oui. Donc, il y en a certains modèles qui fonctionnent qu'au 220. Bon, je vois pas tellement l'intérêt puisque du coup, on est obligé de se brancher en permanence. Mais bon, d'accord. La plupart fonctionnent soit avec du gaz, soit avec du gazole. Les principales marques, c'est Truma et Webasto. Webasto, normalement, ne fait que des modèles à gazole. Et Truma, je crois maintenant, se met à faire des modèles avec gazole, mais c'est principalement du gaz, Truma. Alors, c'est pas très écologique, parce que ce soit le propane, le gaz propane ou le gazole, ça reste quand même des combustibles fossiles. Le gazole est moins écologique que le propane. Notamment lors de sa combustion, il y a des particules fines et toutes sortes de gaz brûlés, alors que quand on brûle du propane, c'est principalement de la vapeur d'eau qui est générée. Il y a le problème au niveau du coût, c'est quand même assez coûteux de fonctionnement, surtout maintenant que ça a augmenté. Donc, tu te souviens quand tu étais en Alsace en plein hiver, tu passais, c'était 2 bouteilles par semaine? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, l'hiver, quand il faisait bien froid, qu'il y avait de la neige et tout, c'était ça. Et tu chauffes pas comme un fou, passer 2 bouteilles par semaine, non. Non, la journée, je le mettais vraiment au minimum pour pas que ça gèle. Il n'y avait pas de neige cet hiver-là en Alsace, mais pour moi qui étais de l'Ouest, ça caillait quand même fort. Et la journée, je le laissais peut-être à 10-12 degrés, et puis je le remontais un petit peu le soir en le mettant doux la nuit. Mais oui, 2 bouteilles par semaine quand même. Ça fait drôle. Quand t'es pas habitué, en 3 à 4 jours, t'as une bouteille qui se vide, t'arrives à la fin de la semaine, la deuxième est quasiment vide, tu te dis, en fait, chaque fin de semaine, il fallait que j'aille changer au moins une bouteille. Et début de semaine, j'allais changer celle que je vidais. Et ce qui est rigolo, c'est quand ça t'arrive en pleine nuit. T'es en train de dormir, tranquille, tu t'es couché, le véhicule il fait bon. Puis au moment où tu te réveilles, c'est le froid qui te réveille alors que t'es sous les couvertures. Et tu dis, mais l'air est super froid. Tu tournes la tête et tu vois une petite lumière rouge qui clignote. Donc là, t'as compris, le chauffage s'est arrêté. Donc en pleine nuit, quand ça caille bien, tu t'habilles, tu vas dehors, tu ouvres le truc, tu t'aperçois que ta bouteille est vide. Donc c'est là à l'intérieur. Alors moi dans le camping-car que j'avais un grand coffre à bouteilles de gaz et je pouvais avoir 2 bouteilles de 13 kg côte à côte. Donc dans ces cas-là, j'aimais pas les systèmes automatiques parce que quand ça agit, il n'y a rien qui te dit que t'es passé sur l'autre bouteille. Donc moi je préférais débrancher ma bouteille, rebrancher l'autre et au moins je savais que la première était vide,
j'avais 2 jours pour aller la changer. Comme ça, j'étais sûr de pas tomber en panne. Mais c'est vrai, quand ça t'arrive en pleine nuit, que tu étais bien en train de dormir, après, il faut rallumer le chauffage. Et puis, le temps que ça réchauffe et tout. Mais ça m'est arrivé plein de fois. En pleine nuit, ça m'est arrivé plein de fois. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé sur le camping-car que j'avais. J'avais un système qui basculait automatiquement. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, il a pas encore basculé. Puis en fait, s'il a déjà basculé, et du coup, tu te retrouves... Ça m'est arrivé un dimanche matin, obligé de courir à travers toute la ville pour réussir à trouver un endroit où je pouvais réussir à acheter une bouteille de gaz. Ça avait été très compliqué. Trouver une petite station-service qui était encore ouverte un dimanche. Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis des fois, le système, on ne sait pas pourquoi il fonctionne pas. Ça m'est arrivé aussi. Mais j'aimais pas ce système automatique. Et puis c'est vrai que des fois, c'est l'appareil qui tombe en panne. Et oui, ça demande quand même pas mal d'entretien, mais c'est assez coûteux quand même d'entretien. Déjà, c'est coûteux à l'installation, ces systèmes-là, et c'est quand même assez fragile. Il y a souvent des pièces à changer. Il faut faire une révision tous les ans, idéalement. Et il y a souvent des pièces à changer, sinon après, ça chauffe pas très bien, ça tombe en panne. Ça, c'est un peu le problème. Alors, au niveau du choix entre gazole et gaz, certains considèrent que le gazole chaufferait mieux que le gaz, mais d'autres se plaignent des odeurs. Parce que ça fait quand même un peu plus de pollution, notamment sous le véhicule au niveau du rejet. Et c'est vrai que du coup, il y a des personnes qui se plaignent un peu de ça. En altitude, au-dessus de 1500 mètres, il est conseillé d'utiliser un kit altitude pour éviter l'encrassement, notamment sur les systèmes au gaz. Il y a aussi un petit bruit de soufflerie. Puisque ça souffle, il y a la turbine qui envoie de l'air. Permanent. Voilà, et ça aussi, ça peut être gênant, notamment pour les personnes qui ont un sommeil très léger et qui, notamment quand le véhicule est petit. Là, c'est vrai que quand c'est un véhicule qui fait 7 mètres de long, le lit est à un bout, l'appareil est à l'autre bout, c'est un peu plus simple, mais... Non, moi j'avais un camping-car qui était quand même déjà assez long, il faisait un peu comme le tien, il faisait dans les 7 mètres 30 ou 7 mètres 50. Toi, t'étais à combien, toi? 7 mètres 30. 7,30, je devais être à 7,15. 7,15. Et entre moi et le placard du système, j'avais toute ma grande cuisine, le frigo et la porte. Et quand il se réveillait, tu entends la ventilation qui commence à monter. À un moment, la ventilation, elle se met elle s'emballe. Ah bah oui. Complètement. Elle souffle méga fort. En fait, ça, c'est pas quand il se réveille de mémoire, c'est quand il a fini de chauffer, qu'il a atteint sa température, il rebalance un petit coup d'air pour refroidir son corps pour pas qu'il reste trop chaud. Mais alors, c'est limite, tu mets un ventilateur puissance 3. Ah bah ouais. Et il y a plein de fois, moi, la ventilation, du coup, me réveillait. C'est vraiment le côté pénible de ce système-là. Et dans le camping-car que j'avais, c'est vrai qu'il était très long, mais comme ça, c'est généralement encastré en fait sous la penderie. Moi, la penderie était juste à côté de mon lit, donc du coup, je l'avais juste à côté. Ah ouais. C'est pas cool. Non, pas cool. C'est pas très sympa, ça. C'est vrai que c'est un peu le côté désagréable du truc. La chaleur, c'est pas super confortable quand même. C'est quand même une chaleur, c'est de l'air pulsé, donc c'est pas une chaleur sèche, quoi. Non, moi j'aimais pas. Non, moi non plus. J'étais pas fan. J'avais un peu tout le temps froid avec ce système-là. Donc voilà. Moi, si je devais racheter, enfin avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si je devais racheter mon camping-car, clairement la penderie, je la dégage et je mets un petit poêle de toile de tente. Ça, on en parlera après, justement, du poêle à bois. Alors, autrement, pour rester dans les systèmes à combustion, gaz ou pétrole, il existe un système qui est plus haut de gamme, qui est le chauffage central. Alors, le leader, c'est ALD, ou ALD, je sais pas trop comment on dit. Ces chauffages-là, ils fonctionnent avec un fluide caloporteur. C'est exactement le même système qu'une chaudière à fioul ou à gaz dans une maison. Ouais. Donc c'est un système de chaudière et des convecteurs. Alors les avantages, c'est extrêmement modulable.
Il est possible de régler la température des convecteurs pièce par pièce, entre guillemets, zone par zone dans le véhicule grâce à des thermostats. Il est possible d'avoir un effet chauffage au sol avec l'installation des conduites dans le plancher au lieu d'avoir des convecteurs. On peut aussi le combiner avec une sorte de ballon d'eau chaude, un peu comme le système du boiler avec le chauffage précédent à air pulsé. Là, c'est exactement la même chose. Il y a un système qui peut être mis comme ça. Quand le véhicule roule, il est possible aussi de mettre un échangeur thermique pour exploiter les calories issues du fonctionnement du moteur. Comme ça, la chaudière est éteinte parce que ça n'aime pas trop non plus rouler ces petites bêtes-là. Et ça permet quand même de chauffer le véhicule pendant qu'on roule. Parce qu'autrement, dans le système, par exemple, à air pulsé, quand on roule, le véhicule, il se refroidit très très fort parce que on peut pas chauffer du coup. Et le chauffage de l'avant du véhicule ne va pas chauffer l'arrière. Ça va juste chauffer au niveau des sièges passagers et conducteurs. Et puis toute la partie habitation derrière, elle est refroidie gentiment. Donc voilà, c'est vraiment très modulable le système à chauffage central. Il y a vraiment plusieurs installations qui sont possibles selon les budgets, selon la configuration du véhicule. C'est assez confortable, a priori, c'est sécurisé. C'est très adapté aux véhicules de plus de 12 mètres de long, 12 mètres et plus. Par contre, ça a déjà le même inconvénient que l'autre système, et même peut-être encore pire, c'est que c'est compliqué en rénovation d'installer ce type de système. Ça va quand on crée, quand on fait une installation, mais en rénov, c'est pas très facile. C'est assez coûteux. Là encore, ça fonctionne au gaz ou au gazole. Il y a les deux systèmes. Donc, c'est le même problème que précédemment. Ah oui, aussi, on n'avait pas dit, quand on utilise un système au gazole, il y a soit un réservoir additionnel, soit ça prend dans le réservoir du véhicule. Il faut faire très attention, du coup, de ne pas tomber en panne d'essence. Pas tomber en panne de carburant. Parce que ça arrive. C'est pas le camping-car de ta mère qui était tombé en panne comme ça? Si, avec si. C'était quoi qu'ils avaient? C'est un Webasto. Webasto. Et ils n'avaient pas fait gaffe. Ça prend sur le réservoir du véhicule, ils n'avaient pas fait gaffe. C'est l'hivernage qu'ils avaient fait. Et qu'ils voulaient pas qu'il se refroidisse. Bon, après, ça reste un véhicule. Mais du coup, ils avaient laissé le Webasto à tourner à petite vitesse. Et ils y sont pas retournés pendant 2-3 mois, je crois. Et quand ils ont voulu y aller pour le redémarrer et le sortir un peu, plus une goutte de gasoil. Le Webasto, il avait tout vu. Ah bah oui. Voilà, donc ça... Ah bah oui, ça croque, c'est quand même assez... Et il faut faire attention, quoi. Si t'es pas loin de la réserve et puis que tu comptes passer une nuit ou 2 jours, mieux vaut faire le plein avant, quoi. Parce que là... En fait, c'est comme avec les systèmes au gaz. Quand tu t'arrêtes un vendredi soir ou un samedi, que tu comptes passer le week-end quelque part, tu vérifies que tu es sûr d'avoir du gaz jusqu'à la semaine d'après. Là, c'est la même chose avec le système de chauffage qui pompe dans le gasoil. Tu surveilles toujours ton niveau de carburant. C'est ça. Sinon, il faut avoir un deuxième réservoir additionnel. Ouais, mais c'est vrai que ça rajoute du poids. Ça rajoute du poids. Et du coup, voilà, et ça, c'est un gros problème. Donc, pour revenir au système de chauffage central, l'autre inconvénient que j'ai trouvé, parce que moi, j'ai jamais eu de type de chauffage comme ça, on avait connu des personnes qui en avaient un. L'autre inconvénient, ça peut être un temps de chauffe assez important quand le véhicule est froid pour monter à la température souhaitée, puisque ça reste un système à convecteur. Par contre, a priori, la chaleur est plus agréable qu'avec un système à air pulsé. Donc maintenant, on va passer au poêle à bois, qui est une autre option, qui est celle qu'il y a dans le camion roulotte. Yes. Alors, ça, c'est très facile à mettre en œuvre. Il suffit de réserver une place suffisante au poêle selon sa taille. Donc, il existe des poêles de tente qui sont tout petits pour les petits espaces. Et puis des poêles autrement qu'on peut trouver d'occasion à pas très cher, voire pas cher du tout, pour des volumes un peu plus grands. Et puis après, il faut percer le toit pour faire passer le tuyau du poêle. Et puis voilà, c'est tout. Le tour est joué. Voilà, c'est très simple. Ah, par contre, ça prend de la place. Ça, ce sera dans les inconvénients. D'ailleurs, on va en parler. Et c'est lourd. Ouais. Donc voilà, c'est facile à installer en rénovation. C'est économique déjà à l'achat parce que ça coûte pas cher. Et ça fonctionne avec soit du bois bûche, soit du bois mort, soit aussi des bûches compressées, de la palette. Enfin voilà, tout. On peut vraiment... Tout ce qui est bois sans produit. Voilà, pas verni. Et oui, sec, parce que le bois humide ou le bois vert, ça brûle très très mal, ça chauffe pas et ça fume énormément. Oui. Donc ça, c'est vraiment la galère.
Donc c'est quand même, par rapport au gaz et au gazole, c'est beaucoup plus écologique. Parce que le bois, ça reste quand même plus écologique que le gaz ou le gazole, c'est pas un fossile. Et l'autre avantage aussi, c'est que ça consomme pas d'électricité, parce que les systèmes qu'on a cités précédemment, que ce soit, notamment quand c'est le système à air pulsé, comme il y a la turbine qui pulse l'air, il faut faire très attention à toujours avoir une batterie suffisamment chargée. Si elle se décharge de trop, le système va se mettre en sécurité, il arrête de fonctionner. Ça prend toujours de l'énergie et quand même pas mal. En plein hiver, ça prend quand même pas mal d'énergie sur la batterie du porteur. C'est comme dans les maisons, les poêles à pellets. Hein. Il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus de chauffage. Exactement. Parce que c'est une vis il y a l'ordinateur et il y a une vis qui apporte le pellet dans le foyer. Et s'il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus de chauffage. Et comme la chaudière à gaz. La chaudière à gaz, c'est pareil. Il y a des systèmes électroniques et tout qui font que s'il n'y a pas d'élec, la chaudière, elle s'arrête. Et là, c'est exactement le même souci quand on a un système notamment à air pulsé. Alors, le système à chauffage central, je ne sais pas, mais c'est possible aussi qu'il ait besoin de 12 volts. Fort probable. Parce que comme il y a quand même des systèmes électroniques... Bah si, déjà, il y a une pompe pour envoyer le fluide caloporteur jusque dans les radiateurs et faire le circuit fermé. Il y a une pompe, donc de l'élec. Voilà. Donc les deux systèmes qu'on a cités précédemment, ils ont besoin de 12 volts, ils ont besoin d'avoir une batterie suffisamment chargée, ce qui peut être un problème quand même, hein, parce que des fois... J'avais eu aussi des soucis comme ça avec mon camping-car, quand ma pile à combustible et mon panneau solaire n'arrivaient plus à fournir assez d'électricité, enfin notamment quand la pile à combustible était tombée en panne et du coup j'avais des problèmes avec le chauffage qui se mettait en sécurité en pleine nuit parce qu'il n'y avait plus assez d'énergie. T'es content. Du coup t'entends tic 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 tic, le truc il essaye de se réamorcer, quoi. Il essaye de redémarrer, il n'y arrive pas parce que il se met en sécurité. C'est vraiment la misère. Donc le poêle à bois, lui, il a pas ce souci-là, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'élec. Alors par contre, il a quand même des inconvénients. Il lui faut assez de place, parce qu'il faut rien qu'il touche, sinon il y a des risques d'incendie. Il faut pas trop l'encastrer non plus, sinon ça va pas bien chauffer. Ça a quand même un certain poids. Alors bon, les modèles de toile de tente, ils sont quand même très légers. Hein. Ils pèsent 15 kilos. Ouais, entre 10 et 15 kilos. Ouais. Nous, il est en fonte. C'est un vieux poêle d'environ 1920. Oui, il a un siècle. C'est un mamie-poêle, un pipi-poêle. Et il fait dans les 40-45 kilos. L'autre inconvénient, c'est que ça prend quand même pas mal de place. Donc dans un poids lourd, ça va. Mais dans un fourgon, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire très attention aux aérations. Parce qu'il y a un risque d'émanation de monoxyde de carbone en cas de mauvaise combustion, vu qu'il prend l'air dans le véhicule. Donc il faut avoir assez d'espace d'air, assez de volume d'air, et avoir assez de renouvellement d'air aussi, parce que le monoxyde de carbone, c'est mortel, tout simplement, et ça n'a pas d'odeur. On s'en rend pas compte. Non. Il y a aussi un risque d'incendie, un risque de brûlure. Je me suis déjà brûlée d'ailleurs, sur le tuyau du poêle. Donc, notamment quand il y a des enfants, tout ça, faut faire très attention quand même à ce risque-là. Le bois, ça prend de la place, ça pèse lourd. Alors, les bûches compressées, ça prend quand même moins de place. On en trouve très facilement, même dans les supermarchés. Maintenant, on en trouve en vente. Des bûches compressées, ça coûte un petit peu plus cher que le bois bûche. Mais par contre, ça fait plus de calories, ça chauffe plus longtemps, donc finalement l'un dans l'autre, ça reste quand même un petit peu plus coûteux, mais c'est quand même assez léger à transporter, facile aussi à mettre en œuvre, à faire brûler. Il n'y a pas le problème du bois qui a pris un peu l'humidité, qui veut pas bien brûler, qui s'éteint. Donc ça, c'est quand même un avantage aussi. Et par contre, ça chauffe pas l'eau et on peut pas contrôler la température. Alors ça chauffe pas l'eau, oui et non. Quand l'hiver tu fais ton feu, si tu le fais le matin, tu commences déjà à mettre ta casserole dessus avec les aliments que tu veux mettre à mijoter. Donc ça tu peux faire à la cuisine. À la fin, quand tu finis de manger, si tu as refait un feu ou s'il est encore suffisamment chaud, tu peux mettre ta casserole d'eau pour la boisson chaude. Même si ça la fait pas bouillir, ça va au moins la dégourdir et la réchauffer un petit peu. C'est toujours moins de gaz à utiliser pour la mettre à ébullition. Donc on utilise quand même la chaleur du poêle. Mais c'est vrai que pour avoir de l'eau chaude, notamment s'il y a une douche,
c'est quand même pas très facile. Il y a des systèmes qui se mettent sur autour du tuyau de poêle ou juste à côté aussi. Certains modèles de toile de tente, de poêle de toile de tente ont ce système-là. Après, ça permet pas quand même de pouvoir prendre une douche. Difficile. Et là, c'est vrai que du coup, il faut un autre système à côté, sachant que si on met un chauffe-eau au gaz, du coup, il faut faire là encore attention au volume d'air, avoir suffisamment d'aération et tout, puisque dans la théorie, il n'est pas légal de mettre dans la même pièce un chauffe-eau au gaz et un poêle à bois. Faut quand même le savoir. Il paraît. Normalement. Le mode pirate, c'est bien aussi. Et du coup, il faut faire très attention, hein, parce qu'au niveau sécurité, il faut faire vraiment hyper gaffe, faut pas hésiter à ouvrir les fenêtres et tout. Et quand tu te dis que je dois partir à 13h, bah tu relances pas un feu à midi et quart. Ah oui, parce que ça par contre, faut pas rouler avec le feu dans le poêle. Et idéalement, faut pas t'absenter longtemps de ton véhicule si tu as vraiment du feu dans le poêle. Ouais, du feu en flamme quoi. Du feu en flamme. Voilà. Idéalement, faut essayer de l'étouffer. Ouais. Il peut y avoir des braises. Parce que là, voilà, c'est pas gênant. Donc là encore, les bûches compressées, vu qu'elles vont avoir tendance à brûler doucement, c'est mieux. Ça chauffe pas la nuit, sauf si on met des bûches de nuit, mais bon, elles durent pas toute la nuit, hein, elles s'arrêtent quand même assez rapidement. Donc la nuit, la température, elle baisse, et elle baisse quand même pas mal. Alors ça remonte vite, hein, en 20 minutes, la température, elle est revenue tout à fait agréable. Mais par contre, la nuit, en plein hiver, ça peut descendre à 7 degrés, 10 degrés, quoi. Même 7 degrés. Ça arrive. Quand il fait très froid. Ouais, 7 degrés, c'est que ça caille bien dehors. Quand ça caille bien dehors, quand c'est négatif dehors, t'as 7 degrés dedans. Hein. Genre, la nuit, il fait moins 5, ouais. Ah oui, moins 5, oui. Moi, dans le camion, quand... Même 0, déjà, moi, en dessous des 10. Hein. Moi, dans mon camion, quand il fait 0 dehors, que je fais un dernier feu le soir, ouais, j'ai entre 9 et 11 le matin. Un petit feu, puis ça repart très vite. Ouais. Puis avec les bûches de bois compressées, ça permet de faire durer un peu plus longtemps, de repousser en fait le moment où le corps du poêle va refroidir. Et ça aussi, ça permet du coup de moins descendre en température la nuit. Mais il faut avoir des bonnes couvertures quand même. Et il n'y a pas de contrôle de la température, hein. Ça peut vite s'emballer. Si on le charge de trop, ça peut très très vite monter à des températures très élevées. Notamment, ce qui est compliqué, c'est le printemps et l'automne, quand il commence à faire un peu frais, mais qu'il fait pas encore vraiment froid. Parce que quand il fait froid, voilà, là on peut y aller, on peut charger le poêle. Mais autrement, il faut avoir du doigté. Alors, moi, j'ai inventé un concept, c'est le traumatisme des courses quand on fait un feu. C'est quand on fait des courses, faut pas y aller quand on a faim. Parce que là, on achète tous les trucs en tête de gondole. Quand t'as faim, t'achètes. Le poêle, c'est la même chose. Quand tu te lèves le matin, ça caille. Donc, tu veux avoir chaud. Donc, le poêle, tu le charges bien. Par contre, une fois qu'il est parti en combustion complète, et ça, c'est mon défaut. Quand j'ai froid, j'ai tendance à toujours trop charger mon poêle. Et après, je me retrouve, j'ai 30 dans le camion. Au moins. Non, 30, c'est rare quand même. Si, 30, j'ai eu. Ouais, t'as eu. Mais en général, tu le fais monter à 23, 24 si tu le charges de trop. Facile. Ouais, voire plus. Et encore, le thermomètre, il est à plus d'1,50 m du poêle, quoi. Ah, il marche bien, hein. Ah, ça marche bien. Ça marche bien. Ça, et puis, il n'y a pas besoin de révision. Ça, par contre, faut ramoner. On peut ramoner soi-même, d'ailleurs, hein, le tuyau une fois par an, voire 2 fois par an, selon ce qu'on brûle, si on brûle beaucoup de conifères. Puis, voilà, quoi. C'est tout, hein. Voilà. Les bûches de ramonage, ça, par contre, on conseille pas. Hein, ça sent très mauvais et en fait ça marche pas du tout, ça ramène pas du tout le conduit. Ça encrasse. Et ça encrasse même plus qu'autre chose et franchement ça sent mauvais. Et il y a même un risque d'incendie des suies dans le poêle tellement c'est chaud. Donc non, ça c'est pas conseillé. Hein. Mieux vaut prendre une tête de loup et ramoner soi-même avec sa tête de loup. Ça prend 10 minutes, on est sûr que c'est bien gratté. Et on met un sac plastique en dessous, puisqu'on débranche le tuyau du poêle. On tient bien un sac plastique en dessous pendant que l'autre il est dessus à ramoner. Le tuyau il ressort, il est nickel et on repart pour un an. Ouais. Et c'est vraiment un bon système. Bon, bien le faire quand le poêle ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, faut que tout soit froid. Et quand on vide les cendres, bien entendu, il faut aussi attendre qu'elles soient froides, sinon
ça marche pas très bien. Et si on met les cendres dans un seau en plastique et qu'elles sont encore chaudes, le seau peut fondre. Il y en a dans les maisons, hein, ils ont déjà eu la surprise d'avoir leur seau à cendres en plastique qui fondait parce qu'ils mettaient les cendres trop chaudes dedans. Et il n'y a pas besoin de vider très souvent les cendres. Non. Donc après, il y a les chauffages électriques. Alors il y a des personnes qui font le choix d'avoir du chauffage électrique. Alors généralement, c'est pas du chauffage à 12 volts, ça existe, mais ça chauffe très mal et très peu. Puis ça prend quand même beaucoup d'énergie sur la batterie. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et en général, ils choisissent plutôt des modes de chauffage au 220. Alors, il existe du coup des modèles de type convecteur avec toutes sortes de technologies, des bains d'huile qui chauffent pratiquement rien, ça monte de 2 degrés, c'est à peu près tout ce que ça fait un bain d'huile. Les radiants qui chauffent plutôt pas mal, les radiants notamment soit sur pied, soit type salle de bain qu'on peut fixer en hauteur sur un mur. Alors le radiant, on en a eu un. L'avantage, c'est qu'il chauffe en radiant, donc ça c'est très bien. Et l'inconvénient, c'est que quand tu dors, t'as un méga spot lumineux. Ouais. Donc ça, c'est l'inconvénient. Ouais, ça fait une chaleur bien sèche. Mais par contre, oui, ça fait de la lumière. Alors, c'est pratique le soir, parce que du coup, il n'y a pas besoin de mettre de lampe. Hein, il fait la lumière tout seul. Par contre, oui, c'est pour dormir. Bon, à moins que la lumière, ça gêne pas. Mais autrement, oui, c'est un peu bof. Et s'il est sur pied, il faut pas s'absenter. Parce que s'il tombe, même s'il y a un système de sécurité, il faut quand même faire gaffe. Donc on a connu des personnes en véhicule, en camping-car notamment, ou en fourgon qui avaient opté pour soit des convecteurs encastrés, soit des convecteurs sur pied, de différents types de technologies. Après, c'est pas facile, ils courent beaucoup d'une prise à l'autre du coup, pour réussir en fait à se chauffer tout simplement. Et s'ils en trouvent pas, il n'y a pas de chauffage. Voilà. Et même dans un terrain de camping, ça peut poser problème parce que il y a beaucoup de terrains de camping qui ne fournissent que 3 ampères. Donc 3 ampères en 220 volts, ça ne fait que 660 watts au maximum. Et si c'est 6 ampères, c'est 1300 watts. Il faut faire attention de ne pas démarrer le chauffage à pleine puissance, sinon ça saute parce qu'il va demander beaucoup plus en crête au démarrage. Et il faut faire aussi attention parce que si en plus on fait tourner un frigo sur l'électricité, il faut compter aussi la consommation du frigo. Idem si on fait fonctionner un four à micro-ondes. Il y en a, ils essayent de brancher tous les appareils, ça marche pas, ça fait tout sauter. Donc voilà, c'est pas facile, ça va si on a un terrain avec de l'électricité et que voilà, on est branché et que du coup on a un convecteur, même éventuellement encastré avec un système soit système radiant, soit un système maintenant, il y a les pierres réfractaires qui existent et qui fonctionnent plutôt pas mal. Par contre, c'est sécurisé. C'est économique à l'achat, on en trouve dans tous les magasins et à tous les prix. Ça prend pas beaucoup de place, notamment si c'est un modèle qu'on peut mettre en bas de la penderie ou quelque chose comme ça. C'est très facile à mettre en œuvre en rénovation. Faut juste faire attention par contre de pas le couvrir, parce que le chauffage électrique ne supporte pas d'être couvert avec des tissus, des choses comme ça. Et puis en dernier, il y a le chauffage d'appoint radiant de type pétrole lampant ou fonctionnement au gaz. Donc au gaz, on déconseille totalement ce chauffage d'appoint au gaz. Même pétrole lampant. Même pétrole lampant. Il y a de sacrées émanations avec ça. Ouais. Alors au gaz, il n'y a pas d'émanation. Par contre, ça va consommer l'oxygène qui est dans le véhicule. C'est sur roulette, c'est très instable. On en avait eu un, c'est vraiment très instable. C'est gros en plus, mais sérieusement, ça prend une place de dingue. Déjà, il y a une bonbonne de 13 kilos dedans. Donc, voilà, il y a la bonbonne plus tout l'habillage du système de chauffage et tout. Ouais. C'est juste énorme, quoi. Donc déjà dans un grand camion, je trouve que c'est déjà très gros, mais alors dans un VL, c'est même pas envisageable. Ouais. Et puis en plus, ils sont pas stables, les modèles au gaz. C'était vraiment pas stable. Ils menaçaient tout le temps de tomber, le machin. C'était vraiment pas pratique. Les systèmes au pétrole lampant, il faut faire vraiment très attention et ça sent mauvais. Moi j'en ai même eu quand j'étais dans une maison, j'avais du pétrole lampant comme ça et franchement ça pue au démarrage, ça pue quand on l'éteint. Du coup, il faut ouvrir au démarrage. Bon là on va dire ok c'est assez logique, mais le truc c'est quand on éteint,
il faut aussi ouvrir les fenêtres parce que il y a des émanations. Des fois, on voit même la fumée qui sort du truc, quoi. Donc, il faut savoir qu'il faut entretenir ces appareils-là aussi. Théoriquement, il faut faire une révision tous les ans chez un spécialiste. Il y a un risque de brûlure, ça reste des systèmes radiants avec une combustion derrière. Faut pas les faire fonctionner la nuit, comme ça consomme l'oxygène, il y a un risque d'émanation de monoxyde de carbone en cas de mauvaise combustion. Et ça, c'est assez consommateur, c'est quand même, c'est loin d'être économique finalement, et c'est polluant, puisque ça reste des fossiles, des combustibles fossiles, donc ça reste très polluant et ça pollue aussi l'intérieur, notamment sur les systèmes à pétrole lampant, qui polluent gentiment. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour des principaux modes de chauffage qu'on peut mettre en œuvre dans un véhicule, avec à chaque fois les avantages et les inconvénients qu'on a pu lister. Alors, il existe un autre système dont on n'a pas parlé, qu'on peut retrouver sur certaines caravanes ou des gros poids lourds. C'est le gros bloc alimenté en 220 qui fait aussi bien clim l'été et chauffage l'hiver. C'est ce qu'on appelle les clims réversibles, mais c'est extrêmement gourmand. Il faut là les prises, s'ils volent des campings, c'est même pas envisageable. C'est des appareils qui doivent faire entre 2 et 4 000 watts selon la taille. Donc c'est clairement pour être sur des terrains de loisirs branchés en permanence, ou quand on va chez des gens, on se met à côté de la maison et on se branche sur une ligne forte. Donc voilà, ce système-là, on n'en a pas parlé parce que c'est absolument pas nomade. Non, ça rentre un petit peu dans la même idée que les convecteurs électriques qui fonctionnent sur 220. C'est la même idée, c'est vraiment quand on est nomade et qu'on a ça, on en a connu, mais du coup la vie elle est quand même très 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 compliquée parce que il faut courir d'une prise à l'autre, essayer d'aller le soir chercher des prises de courant, stationner le véhicule devant des prises de courant sur les places de marché, sur les aires de camping-car où c'est pas payant, ou bien payer l'électricité sur les places de camping-car, mais faire attention qu'il y ait suffisamment d'ampérage. Donc ça peut vite tourner un peu au mode pirate. On en a connu qui du coup allaient se brancher sur des prises où ils n'avaient pas du tout le droit d'aller se brancher, voire aller chanter les panneaux, les poteaux d'éclairage. Donc voilà, ça peut vite tourner soit à la grosse galère, soit à des pratiques qui sont pas légales. Pas légal et dangereux. Et dangereuse, parce que faut pas aller s'amuser à aller toucher comme ça l'électricité sous tension. Qui est sous tension, sur les lampadaires, des choses comme ça, puisqu'il y a quand même un risque d'électrocution qui est très important. Tout à fait. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles et à le partager autour de vous. Dites-moi en message si vous êtes face à un dilemme concernant le chauffage dans votre véhicule aménagé. Vous pouvez aussi partager votre expérience à ce sujet. Retrouvez-moi sur Instagram @christelgentot et @claireobscur. Là, c'est notre partie artistique. Mercredi prochain, je pense qu'on parlera du stationnement. Vaste sujet. Ouais, c'est un vaste sujet, mais voilà, c'est intéressant, c'est très intéressant le stationnement aussi. Surtout qu'on a souvent des questions sur le stationnement. Il se passe pas un mois sans qu'on nous pose pas des questions sur le stationnement. Donc finalement, voilà. On va vous partager toutes nos expériences vécues. Voilà. Toutes nos misères et nos pas misères, voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Au revoir.